Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet ensemble de séries qui est dédié à la programmation en Python. Donc sur cette série de vidéos, on va voir le langage de programmation Python en profondeur et ça va être appliqué dans des contextes vraiment différents, que ce soit l'exploration de l'intelligence artificielle avec Python, mais aussi on va essayer de découvrir tout ce qui est développement web, donc là, avec la mise en place d'applications avec Python. Pour ce premier cours, si vous voulez le suivre, tout simplement, il faut utiliser Colab, donc qui est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'avoir un compte Google et après vous allez sur votre Drive. Une fois sur le Drive, vous cliquez sur Nouveau et après Nouveau, il y a plus. Donc vous cliquez sur Google Collaboratory pour créer un nouveau notebook. Donc, on va travailler avec ce notebook voilà, pour tout ce qui est test. Pour cette introduction, on va essayer de voir donc c'est quoi Python, pourquoi Python. On va voir ce qui est variable, type de données et opérateur, le contrôle de flux, instruction if, boucle et branchement. Et enfin, on va voir les fonctions et les modules. Donc, rapidement, c'est quoi Python? Donc, pour définir Python, en fait, c'est simple, c'est un langage de programmation interprété de haut niveau, donc qui est polyvalent. Donc, il y a des termes, en fait, qui nous attirent, par exemple, l'interprété. L'interprété, c'est tout simplement un langage de programmation qui utilise un programme que l'on appelle interpréteur, contrairement à des langages comme le C, qui utilise ce qu'on appelle un compilateur. Donc, Python utilise un interpréteur et à chaque fois que vous voulez exécuter votre programme, c'est l'interpréteur qui va être appliqué et qui va se charger de faire l'affaire. Cela permet de faire Python un langage beaucoup plus portable comparé au langage C parce qu'il vous suffit en quelque sorte d'avoir l'interpréteur pour pouvoir exécuter n'importe quelle application qui a été codée avec du Python. Contrairement au langage C où il faut à chaque fois réinstaller un compilateur selon le type de système d'exploitation que vous utilisez. Donc, pourquoi Python? Pourquoi on l'a choisi? D'abord, il y a la facilité d'apprentissage avec sa syntaxe qui est très simple. Il y a la polyvalence, donc Python peut être appliqué dans des domaines très différents, que ce soit le développement web, la science de données, l'intelligence artificielle, l'automatisation des tâches, etc. Donc, il y a une communauté très active, donc notamment avec Stack Overflow pour débugger vos codes en Python. Il y a l'adoption par les industries, que ce soit Google, Netflix, Spotify. L'aspect de support multiplateforme, donc Python peut être utilisé sous Windows, sous macOS ou bien Linux. Il y a aussi l'aspect de programmation orientée objet, donc Python est un langage orienté objet. Orienté objet qui veut dire littéralement votre code va être facilement réutilisable et cela permet d'avoir une maintenance beaucoup plus simple des programmes que vous allez créer. Donc, on va voir rapidement, vu qu'on parle de programmation, donc l'aspect pratique, on va voir ce qu'on appelle dans un premier temps les variables. Donc, c'est quoi les variables? Cela sert à stocker des données dans un programme, tout simplement. Donc ici, pour cet exemple, donc si on a par exemple une variable qui s'appelle x, si on veut lui donner la valeur 5, il suffit d'utiliser tout simplement égal. Donc c'est égal n'est pas une comparaison, mais cela permet d'affecter à notre variable x la valeur 5. On peut faire la même chose, on crée une autre variable qui est y, on lui donne la valeur bonjour tout le monde. Bonjour le monde. Donc si on exécute ici, on va voir 5 et bonjour le monde qui apparaissent. Donc, un petit exercice pour vous appliquer et de créer vos propres variables. Donc, pour les types de données, on a vu ce que c'est qu'une variable. On va voir les types de données qui existent en Python. Donc, on peut avoir des entiers. Donc là, on a num1, donc qui est une variable qui reçoit l'entier 10. On fait la même chose, donc on peut avoir des flottants, donc avec 3.14 par exemple. On peut définir ce qu'on appelle des chaînes de caractères, donc avec les guillemets. On peut définir ce qu'on appelle des booléens, donc ce sont des variables qui prennent la valeur true ou false, donc vrai ou faux. On a aussi ce qu'on appelle des listes, donc qui sont représentées ici par des crochets. Et à l'intérieur, on a plusieurs valeurs. Donc les valeurs peuvent être répétées.
On peut avoir des tuples, donc au lieu de crocher avec les listes, ici on aura des parenthèses et les valeurs aussi peuvent être répétées. On peut avoir ce qu'on appelle des ensembles ou bien des sets, donc qui sont représentés ici par des accolades. Les valeurs ne sont pas répétées, contrairement à ce qu'on a avec les tuples et les listes. Donc ici on a 1, 2, 3, on ne peut pas avoir encore 3. D'accord? Et on a les dictionnaires, donc qui sont une illustration de la représentation des clés et des valeurs. Ici, on a une clé name qu'on lui affecte la valeur jaune et on a une clé âge et on lui affecte la valeur 30. Voilà. Donc, on a un ensemble de types. Et pour vous appliquer, il y a encore un exercice donc, pour illustrer l'aspect type en Python. On va voir rapidement ce que c'est que les opérateurs en Python. Donc, supposons qu'on crée deux variables A et B. On peut appliquer l'ensemble des opérations standards, donc arithmétiques. Que ce soit l'addition, donc pour additionner, on fait plus. Pour soustraire, on fait moins. Pour la multiplication, voilà, on utilise ce symbole pour multiplier. Pour la division, voilà. Pour le modulo, on fait la même chose là. Pour la puissance, donc A puissance B, on fait A étoile étoile B. Et pour la division entière, on fait A slash slash B. On peut avoir ce qu'on appelle des opérateurs d'affectation, comme le x égale, comme on a créé voilà, l'ensemble des variables qu'on a utilisées tout à l'heure. On peut faire une addition. Supposons qu'on voudrait faire x reçoit x plus 3, parce que x c'est déjà égal à 5, on voudrait faire 5 plus 3. On peut faire x plus égale 3. Cela est équivalent à x égale x plus 3. Et pour afficher le résultat, on peut faire print. Donc, print est une fonction qui nous permet tout simplement d'afficher dans la sortie standard. Pour les opérateurs de comparaison, on peut avoir supérieur. Donc, 5 supérieur à 3, vrai ou faux. Donc, c'est true, donc c'est vrai. 5 égal égal, donc c'est là la comparaison. Donc, le égal, ce n'est pas une comparaison, c'est une affectation. Mais le égal égal, cela nous permet de comparer deux variables. Donc, 5, est-ce que c'est égal égal à 3? Donc, c'est faux parce que 5 n'est pas égal à 3. Ce symbole représente différent. Est-ce que 5 est différent de 3? Donc, c'est true, parce que 5 est différent de 3. On peut avoir les opérateurs logiques aussi. Si on fait true and false, vrai et faux, donc c'est faux. Vrai ou faux, c'est vrai. Et not true, donc not vrai, c'est faux. D'accord? Donc, on a l'illustration ici en sortie. Encore un exercice donc, pour calculer l'aire du rectangle avec deux variables qui sont données voilà, en entrée. Donc, après avoir compris cet ensemble, donc ces opérations basiques, donc essayons de voir ce que c'est que le contrôle de flux. Donc, le contrôle de flux, on peut l'utiliser d'abord avec des instructions comme if. Supposons en fait que vous voulez créer un programme qui teste la valeur d'une variable et suivant le test, il va vous afficher quelque chose. Donc ici, on a une variable qui est x est égal à 2. On voudrait afficher un message, par exemple, x est supérieur à 5, si et seulement si la variable x elle est supérieure à 5. Si on fait cette comparaison 2 supérieur à 5, est-ce que c'est vrai? 2 n'est pas supérieur à 5, donc c'est faux. Donc le message ne va pas être affiché. Donc pour récapituler, le if nous permet tout simplement d'exécuter un ensemble d'instructions si et seulement si la condition qui est donnée, elle est vraie. Donc ici, la condition, c'est x supérieur à 5. Si elle est vraie, on affiche. Si elle n'est pas vraie, on n'affiche pas. Donc, si j'exécute, rien ne s'affiche. Mais supposons que je remplace le 2 par 10. Donc, j'exécute, 10 est supérieur à 5. Donc, la condition, elle est vraie. Donc, on va exécuter print x est supérieur à 5. On peut avoir ce qu'on appelle des if et des else, parce que tout à l'heure, en fait, le if, si la condition n'est pas vraie, on n'a rien qui s'affiche. On voudrait plus tard, par exemple, si la condition n'est pas vraie, on exécute d'autres instructions. Donc, c'est là qu'interviennent le elif et le else. Donc, pour la première instruction, ou bien pour la première condition, supposons qu'on a x est égal à 2, on compare if 2 supérieur à 10. Donc, 2 n'est pas supérieur à 10. Donc, x est supérieur à 10 ne va pas s'afficher. Donc, supposons qu'on voudrait continuer pour vérifier s'il y a une condition qui va être appliquée. On va utiliser le elif. Donc, le elif va s'exécuter uniquement si la condition if n'est pas vraie.
Donc, la condition if, elle est false, on le sait, parce que 2 n'est pas supérieur à 10. Donc, le elif signifie tout simplement else si. Donc, c'est deux instructions qui vont être appliquées. Le elif, donc ça va être 2 inférieur à 10. Est-ce que c'est vrai? 2 est inférieur à 10, c'est vrai, donc la condition va être exécutée. Donc, le else là qu'on voit, donc le sinon ne va pas s'exécuter. Donc là, si on exécute la cellule, on aura x est supérieur et inférieur à 10. Et si on doit remplacer le 2 par 10? Donc si on vérifie 10 supérieur à 10, c'est pas vrai. 10 inférieur à 10, c'est pas vrai. Donc rien ne va s'exécuter sur ces deux. Mais le sinon donc va venir parce que le sinon s'exécute si et seulement si les conditions qui sont en haut ne sont pas vérifiées. D'accord? Donc ici, on aura, si on exécute, x est égal à 10. Donc c'est vrai. Donc là, vous avez encore un exercice pour voilà, essayer d'appliquer ces instructions avec if, elif et else. Donc pour les boucles, donc on va essayer de voir. Supposons en fait qu'on a un ensemble d'éléments, par exemple les listes, et on voudrait afficher élément par élément. Donc là, on peut utiliser ce qu'on appelle une boucle. Donc on fait for, par exemple, pour la boucle for, i in, donc i va prendre élément par élément dans la liste. Donc si on affiche, on aura dans un premier temps 0, après 1, après 2, après 4, parce qu'il y a 4 éléments. Donc à chaque fois, un élément de la liste va être pris et affiché. On peut faire la même chose avec while, donc au lieu de for, on peut faire le while, mais while, il faut initialiser une variable, donc qui prend 0 par exemple, au départ x. On fait tant que x inférieur à 5, donc tant que cette condition est vérifiée, comme avec le if, en fait, c'est une condition ici, tant qu'elle est vérifiée, on rentre à l'intérieur et tout ce qui est à l'intérieur va être exécuté. Donc, on fait print x et on incrémente la valeur pour se rapprocher de la condition finale, c'est-à-dire l'arrêt. Donc là, on a x est égal à 0. Dans un premier temps, on va afficher 0 parce que 0 est inférieur à 5, c'est vrai. Puis, on fait x plus égal, donc x reçoit x plus 1. Donc, x va être égal à 1. On revient, on affiche 1, on incrémente, x sera égal à 2, on revient, on affiche 2, jusqu'à 5. Donc, est-ce que 5 est inférieur à 5? Ce n'est pas vrai, donc le programme va s'arrêter. Donc, le programme va afficher 0 de 0 jusqu'à 4. Donc, si on regarde bien, là, c'est la sortie qu'on a. Donc, un petit exercice pour voir comment on peut appliquer cette approche. Et pour le dernier point, donc ça va concerner les fonctions et les modules, donc qui sont très intéressants en Python. Donc, les fonctions d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Donc, une fonction peut être définie comme un bloc de code qui est réutilisable, qui effectue une tâche spécifique. Donc, elle permet, en gros, d'organiser le code et de favoriser la réutilisation. Et comment on peut définir une fonction en Python? Donc, une fonction simple. Il vous suffit d'utiliser def. Vous donnez le nom de la fonction, donc greet ici. Donc, le nom peut changer suivant le contexte. Vous pouvez utiliser un autre nom. On met entre parenthèses, donc on va voir le rôle de ces parenthèses. On met 2 points et à l'intérieur, on met un ensemble d'instructions. Donc, on met print hello, welcome to Python. Donc, notre fonction, comment on va l'appeler? On utilise juste le nom et les parenthèses. Et si on exécute, on aura hello, welcome to Python. Donc, les fonctions peuvent prendre des paramètres, c'est-à-dire on peut avoir des fonctions avec des paramètres. Et comment on le fait? On fait la même chose donc pour la définition. Def, on définit le nom de la fonction, add. On met autant de paramètres que l'on veut, donc il y a A et B, donc la fonction attend 2 paramètres, et il fait la somme, donc A plus B, et il fait un return, donc il va retourner en fait la somme. Donc, comment on va appeler cette fonction? On fait add, on lui donne 2 valeurs, 5 et 3. Donc, le 5 va représenter le A et le 3 va représenter le B. Vu que ça retourne la somme, donc dans résultat, en fait, on va recevoir le résultat de la sortie de la fonction add. Donc, 5 plus 3, c'est 8. Donc, le résultat va recevoir 8. Et si on affiche le résultat, on aura quoi? On aura 8. Donc, on a créé une fonction qui nous permet de faire l'addition de 2 nombres donnés en entrée. Donc, vous pouvez aussi utiliser cet exercice pour vous appliquer, donc pour la création d'une fonction qui permet de calculer le volume d'un prisme. Et là, qu'est-ce que c'est qu'un module? Donc, enfin, les modules sont des fichiers donc, contenant du code Python
ils peuvent définir des fonctions, des classes et des variables. On peut utiliser les fonctions de modules en l'important. Donc, supposons, en fait, il y a des modules qui existent déjà. Supposons que vous voudriez faire des calculs mathématiques. Il y a des modules qui existent sur Python, par exemple le module maths. Donc, on peut l'importer. Pour importer, utiliser un module, on fait import maths. Voilà, on l'a importé. Et dans maths, on a un ensemble de fonctions. Par exemple, la fonction sqrt qui permet de mesurer la racine carrée d'un nombre. Donc, ici, on fait maths sqrt entre parenthèses 16. Et si on l'exécute, on aura 4.0. Donc, en exercice, je vous propose pour créer un module, donc vous pouvez créer un fichier qui s'appelle calculateur.py. Donc, si vous avez, par exemple, si vous êtes sur Colab, vous faites touch calculateur.py, d'accord? Donc là, si vous allez sur ce répertoire, vous allez voir calculateur.py qui apparaît ici. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre un ensemble de fonctions. Et pour l'appeler, donc c'est très simple. Pour appeler les fonctions qui sont à l'intérieur, vous pouvez mettre import calculateur, par exemple. Et si vous avez défini, supposons qu'on a pris notre fonction, par exemple la fonction qu'on avait définie ici, on le met dans notre fichier calculateur.py. Donc, on le met là et on enregistre, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, c'est simple. On fait import calculateur, calculateur.add 5,3. Si on exécute, on aura 8. Donc, on a créé notre module qui contient la fonction add. On importe le module, donc calculateur. On fait calculateur.add 5,3 comme on avait fait et print résultat. Et ce fichier .py, d'autres personnes peuvent l'utiliser en fait pour résoudre aussi leurs problèmes, par exemple pour faire de la somme. On a aussi d'autres modules donc, qui existent en Python. Là, on a parlé de maths. Il y a random par exemple, il y a datetime, OS, il y a sys par exemple, JSON, request, CV, Panda, voilà, il y a un ensemble de modules qui existent vraiment sur Python et qui permet de faciliter le code. Donc, c'était ça un bref cours d'introduction donc sur comment utiliser Python, donc de manière générale. Durant les séances, on va approfondir. Donc, chaque notion qu'on a vue sur cette première séance, on va essayer de l'approfondir. Et au fur et à mesure, on va aller beaucoup plus loin jusqu'à la mise en place d'applications concrètes et qui peuvent vraiment servir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, à les mettre dans les commentaires. Et à bientôt pour la deuxième séance qui nous permet de rentrer vraiment en profondeur, donc détail par détail. Et qui va concerner notamment l'utilisation des approches beaucoup plus sophistiquées, mais on aura beaucoup plus de temps pour mieux creuser en fait ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci et à bientôt.